Bon, la personne au fond, je te laisse tranquille. Bonsoir à tous. Je m'appelle Yacine Rezgui, je suis développeur advocate chez Google. Et c'était au mois d'août ou au mois de juillet, j'ai eu différents meet-up en France, différents user groups qui m'ont contacté pour savoir si c'était possible de faire un événement sur Kotlin Everywhere en France. Donc là, ça fait 4 événements qu'on a fait. Lille, Paris, Nantes, Rennes, aujourd'hui Montpellier et demain j'ai Toulouse. Après, je pourrais aller dormir tranquillement chez moi. Avant de commencer mon talk, quand j'étais à Lille, avant de parler un peu ma petite histoire à Lille, juste qu'est-ce que j'ai dans l'audience? Est-ce qu'on a des gens qui font de l'Android? Ok, c'est censé être interactif en passant. Du back-end plutôt en Java ou PHP ou Node.js ou Ruby. Ok. On a des fronts dans du web. Ok. On a des flotteurs. Ok. Il n'y a pas toutes les mains qui sont levées, donc je pense pas qu'il y a autant de recruteurs. Mais si vous êtes recruteur, c'est un super coin pour sourcer. Alors, j'étais tombé dans cet hôtel-là à Lille et l'ascenseur, quand j'ai regardé le menu de l'ascenseur, donc pour choisir l'étage, ça m'a donné l'impression de voir du code legacy. Je vais vous montrer, comme ça vous allez comprendre un peu plus rapidement. Alors, c'est pas très clair, mais au niveau 0, donc au rez-de-chaussée, on a un resto. Bon, c'est pas du tout clair, mais on a un resto, la réception. Au premier étage, on a de l'appartement, donc de la chambre 201 à 234, 117 et 317, 318 et 324. Au deuxième étage, on a 301 à 316 et 320 à 323. Ça ne suit aucune logique. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur un type de code qui ressemble à ça. Bon, ça m'a fait rire, j'ai pris la photo. Alors, je suis développeur advocate chez Google. J'ai commencé chez eux au mois d'octobre l'année dernière. Je fais les vidéos sur les nouvelles versions d'Android Studio. Donc, si vous avez vu ce mec-là, ben, c'est moi. Mais avant, moi, je faisais pas du tout d'Android. Avant, moi, je faisais tant du front que du back, principalement en JavaScript. Je faisais aussi un peu de Go. Mais Java, la dernière fois que je l'avais touché, c'était à l'université. Et Kotlin, j'entendais que le nom, je connaissais pas plus que ça. J'ai jamais fait d'Android aussi. Bon, je mens un peu. J'ai fait un tout petit projet, je pense qu'il est encore sur GitHub, du temps que j'étais étudiant. C'est le projet qu'on met juste pour montrer qu'on contribue, mais avec le code dégueulasse, on espère que personne ne le regarde. Vous pouvez le regarder maintenant, mais bon, j'ai été recruté, donc ça passe. J'insiste surtout sur le fait que moi je faisais du JavaScript avant parce que je pense quelque chose qui m'a énormément frustré dans ma carrière, c'est qu'à chaque fois je voyais Java avec tout le kit, code base, quelque chose un peu d'effrayant et j'ai jamais trop essayé, j'ai tout fait pour ne pas en faire. J'ai bien réussi jusqu'à maintenant, mais après bon, faut que j'accepte un peu ma carrière mais finalement j'ai trouvé une voie un peu parallèle et j'ai fait du Kotlin. J'ai fait seulement une semaine de Java chez Google. Après, je me suis dit, bon, je pense pas que ça va marcher entre nous. Et j'ai pu réussir à continuer à faire ça sur du Kotlin. Je vais revenir beaucoup sur le langage, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est un langage qui est accessible. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les langages précompilés ou compilés. Kotlin, c'est quand même un langage qui reste accessible pour des gens qui font du langage scripté, donc du Python, Ruby ou dans mon cas, JavaScript. Alors Kotlin, c'est un langage qui a été créé par JetBrains, l'entreprise qui fait peut-être le seul IDE qui est encore payant. Il y a, je pense, encore Visual Studio pour ceux qui aiment bien faire du C#, sinon tous les autres paient à leurs âmes. C'est un langage qui est orienté objet, qui est typé statiquement. Pour ceux qui savent pas trop ce que ça veut dire, à comparer je prends JavaScript dans ce cas-là, mais c'est aussi le cas des autres langages scriptés. Ici, les types, on est sûr. C'est pas petite surprise au niveau du runtime. Là, au niveau de la compilation, on s'assure que tous les types sont les bons. Il y a une inférence de type.
J'essaie de traduire toutes les slides, donc si parfois ça n'a pas de sens, c'est parce que souvent on n'utilise plus les mots en anglais que les mots français. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment le fait d'éviter à écrire le nom du type, le nom de votre variable égal, et après le reste de la valeur de votre variable, ce qui était le cas en Java jusqu'à Java 8 ou 9. L'inférence de type est arrivée quand? 9? Ok. Bon, Kotlin, c'était là dès le début, ce qui est assez pratique. Ça vous permet d'écrire du code un peu plus concis et moins verbeux. Et dernier point, les multiplateformes. Je vais revenir un peu plus en détail sur ce que ça implique. Mais voilà, c'est la petite présentation du langage. Et le code le plus petit que vous pouvez écrire, un peu similaire à ce que vous pouvez écrire en Go, si vous avez déjà fait du Go, vous avez le nom de votre package, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et vous avez dedans une fonction main qui sera la fonction qui sera appelée quand vous allez exécuter votre programme. Et dedans, vous allez écrire tout simplement votre programme. Vous n'avez pas besoin d'avoir une classe de base. Vous pouvez simplement utiliser des fonctions. Certes, il y a bien sûr un support des classes. Et vous pouvez vous amuser à avoir des interfaces, de l'héritage à foison. C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais vous pouvez quand même le faire. Mais la fonction reste quand même un outil assez pratique qui vous évite d'écrire du code verbeux juste pour avoir une petite fonction. Alors ici, la fonction main, elle prend des arguments, un tableau de string. Ça équivaut, si vous appelez votre script en bash, tous les arguments que vous mettez après le nom de votre exécutable, quoi. Juste pour revenir rapidement, pour les personnes qui ont déjà fait du TypeScript ou du Swift, on a vraiment une syntaxe très similaire. Après, il y a bien sûr des spécificités à chaque langage, mais c'est une grammaire, si vous utilisez je pense, les fonctionnalités à 80% que tout le monde utilise, en quelques jours, vous êtes prêt déjà à le lire et assez rapidement à l'écrire. Après, pour le maîtriser, c'est qu'une question de pratique, je ne vous l'apprends pas. Le langage, il est sorti seulement en 2011. Il a été annoncé en 2011 avec une sortie donc, du compilateur et de la toolkit pour pouvoir compiler du code Kotlin en 2013. Ce qui est il n'y a pas très longtemps, ce qui veut dire très longtemps dans mon informatique. Mais à comparer de Java, JavaScript, Python ou d'autres langages qui sont sortis principalement dans les années 90, on a eu d'autres qui sont sortis avant. L'avantage ici, c'est quand même un de ces nouveaux langages comme Rust, Go, qui d'autre en tête, Swift, qui permettent de prendre en compte le fait que maintenant tous les ordinateurs, voire même les téléphones, ont différents processeurs, alors qu'à la base, la plupart des langages ont été inventés dans un monde où on avait un seul processeur. C'était plus une distribution sur différentes machines. Ici, on a plusieurs processeurs. On a la gestion du réseau qui est clé, parce que tout le monde fait du réseau, c'est pas une fonctionnalité d'appoint comme ça a pu être à l'époque, tout le monde fait du réseau. Et on a aussi ce côté-là où on a un foisonnement d'architecture, alors que pendant un moment on n'a eu que du x86 avec Intel et AMD. Maintenant on a de l'ARM avec toutes les compagnies qui font les processeurs sur mobile. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était il y a une semaine ou 2 semaines, IBM qui a open sourcé son architecture, j'ai oublié le nom. Bon, ils ont leur propre architecture de processeur et ils ont open sourcé si ça vous intéresse. Hein. Si vous ne faites pas d'assembleur, si vous ne faites pas des trucs très spécifiques à des processeurs, oubliez ce que je viens de dire. Et finalement, la version 1.0 est sortie en 2016. C'est très récent. Je pense que ça peut un peu faire peur parce qu'on se dit, bon, il n'y a pas eu le temps de maturer. Mais au contraire, le fait qu'ils aient attendu autant de temps avant de sortir une version stable permet de s'assurer que le langage répond aux exigences des développeurs. Un autre avantage aussi que je pense qui est clé ici dans Kotlin, à comparer avec d'autres langages, c'est subjectif, mais je pense ça reflète quand même une certaine réalité. Derrière la boîte, c'est JetBrains. JetBrains, c'est une des boîtes les plus reconnues dans la création d'outils de développeurs. Pour toutes les personnes qui ont fait déjà du web avec WebStorm ou Goland, pour ceux qui font du Go ou autre, ça reste quand même un idéal extrêmement plaisant, assez pratique. Et je pense que ça serait frustrant avec des nouveaux langages qui arrivent, c'est qu'on n'a pas tous les bons outils de debugging qui sont déjà prêts pour vous. Et c'est à nous-mêmes d'essayer de régler des petits paramètres dans le path, d'ajouter les bons outils, alors que là, de base,
on a un outil assez pratique qui gère toutes ces fonctionnalités-là, et ce qui nous permet d'avoir une expérience développeur assez plaisante. En 1.1, c'était l'année d'après, on a eu le support de JavaScript. Donc ici, Kotlin, c'est un langage, donc une grammaire, comme la plupart des autres langages, mais qui vient aussi avec une librairie standard, comme le C, comme le Go, comme Swift. Et ici, si vous n'utilisez aucune dépendance avec une librairie Java, donc une dépendance par rapport à la JVM, votre code que vous allez écrire, vous pouvez le compiler. Bon, ce n'est pas une vraie compilation, mais ça va vous sortir du JavaScript. Alors l'intérêt, c'est vraiment si vous avez un code métier assez important, qui est assez difficile à retranscrire en JavaScript, parce qu'on a bien toute la sécurité des types, et surtout on a déjà du code écrit, pourquoi le réécrire? Il y a un intérêt. Par contre, si vous avez simplement un formulaire où vous voulez envoyer un petit mail ou un petit appel au serveur, ramenez tout le Kotlin pour 5 lignes de JavaScript, apprenez le JavaScript ou demandez à un front de le faire, ça sera largement plus intéressant que d'ajouter tout un framework rien que pour ça. Par contre, l'autre avantage, c'est que ce n'est pas simplement pour le web. Rien ne vous empêche d'écrire du code Kotlin et de le faire marcher sur du Node.js, parce que finalement, après, vous allez avoir tout simplement du JavaScript. Et il y a aussi l'introduction des coroutines. Les coroutines, dans le contexte de Kotlin, ça équivaut en fait à la manière d'écrire du code asynchrone, sans que c'est à vous de gérer l'ouverture des threads. Donc en fait, il y a des threads qui vont être créés automatiquement à votre place. Si je ne dis pas de bêtises, si c'est un fonctionnement similaire à Go, je parle souvent de Go parce que c'est un langage qui a énormément de propriétés similaires et auquel je suis assez à l'aise, mais il y en a d'autres qui ont la même expérience et juste, j'ai pas essayé tous les langages. Donc il y aura un thread qui va être créé par processeur, et après, à chaque fois que vous allez dispatcher une coroutine, le runtime va s'assurer d'envoyer ça à notre processeur et ainsi éviter d'avoir un main thread qui exécute trop de travail. Et c'est surtout, il y a un réel impact quand vous faites des applications, donc quand vous avez de la UI, parce que là, on s'assure, surtout pour les bonnes applications, vous connaissez, c'est un peu comme les jeux, pour s'assurer d'avoir des applications fluides, elles doivent tourner, elles doivent être rafraîchies chaque 16,16 millisecondes pour avoir le 60 fps. Donc si vous avez trop de fonctionnement, trop de logique dans votre thread principal, vous allez avoir des rendus qui vont être sautés, donc vous allez avoir les lags que tout le monde connaît. D'où l'intérêt, dès que vous avez une logique assez imposante, et surtout qui utilise de l'IO, qui fait de la base de données, du network, vous mettez ça sur pas un thread à côté, vous utilisez des coroutines qui vous facilitera le travail. Je vous mets tous ces mots-là, je ne vous montre pas directement du code parce que je sais qu'il y a déjà eu pas mal de confs, après je ne sais pas spécifiquement à Montpellier, mais pas mal de talks sur une introduction à Kotlin. C'est un peu barbant de juste en ramener un autre. Là, je vais vous montrer peut-être un peu plus l'expérience développeur et l'évolution de Kotlin en 2019. En novembre, on a eu le partage de code avec la version 1.2. Ici, au lieu d'écrire un projet Kotlin JavaScript et un autre projet Kotlin JVM, vous allez tout simplement écrire du code Kotlin. Et si vous n'avez aucune spécificité à une plateforme, il va s'occuper à le compiler pour la bonne plateforme automatiquement et ce n'est pas à vous de gérer ça. C'est assez pratique quand vous voulez là partager du code entre ces deux plateformes-là. Et finalement, en octobre 2018, on a eu les coroutines qui étaient stables parce que précédemment c'était en alpha, en bêta. Et après, on a eu aussi... Bienvenue. Bonjour, monsieur. On a eu Kotlin Native. Alors Kotlin Native, pour ceux qui ne connaissent pas, comme je vous ai dit, Kotlin, ça reste une grammaire et un compilateur de base qui crée du bytecode avec la JVM, qui a pu créer après Kotlin, donc créer du JavaScript. Et maintenant, vous allez avoir un fichier binaire, donc du code machine, comme vous pouvez avoir avec du Go. Alors vous allez certes avoir un runtime qui va gérer tout le garbage collector, et c'est pas à vous de vous occuper de la mémoire. Mais vous allez avoir un binaire qui va pouvoir être exécuté sur Linux, sur Windows, sur Mac, et qui n'aura pas besoin de la JVM. Donc si vous avez un script bien précis, avec aucune dépendance sur une librairie qui a besoin de la JVM, vous pouvez avoir un simple fichier binaire que vous pouvez donner à vos équipes ou sur votre serveur, et ce n'est pas à vous d'une vous assurer d'avoir la JVM qui est bien configurée, avec toutes les dépendances qui sont bien téléchargées. Vous avez un simple fichier binaire.
Ça gère la plupart des processeurs et aussi le WebAssembly. Si ça vous intéresse à lire un peu plus sur le sujet, et que je sais qu'il y a pas mal de talks sur comment écrire du Rust pour du WebAssembly, mais bon, le Rust, il y a quand même à gérer la mémoire par soi-même, c'est un peu barbant si on n'est pas habitué à faire ça. Kotlin Native permet de faire ça. Pardon. Et Kotlin Native est en bêta, possiblement avec Kotlin 1.4, parce que c'est quand même un langage qui continue d'évoluer. Il reste rétrocompatible, hein. Les nouvelles fonctionnalités ne sont pas accessibles sur les anciens compilateurs, mais vous avez juste besoin de mettre à jour votre compilateur et votre programme pourra utiliser les dernières fonctionnalités. Donc possiblement, il y a la Kotlin Conf au mois de décembre, si je dis pas de bêtises, avec des prix extrêmement chers malheureusement. Je crois que c'est 600 ou 800 euros le billet. Ça fait mal, ouais. Possiblement, il y aura là des annonces. J'ai pas trop de détails, mais je sais que JetBrains aime bien attendre sa conf pour annoncer les nouvelles fonctionnalités du langage. J'espère avoir du Kotlin native stable parce que je pense que c'est une énorme avancée à faire des binaires et à ne plus dépendre de la JVM. Et il y a tellement de cas d'utilisation derrière. Maintenant, du côté d'Android, pour ceux qui ne connaissent pas Android, c'est une plateforme. Bon, je ne vais pas vous expliquer Android, hein, je pense que ça tout le monde connaît. Mais la création d'applications en Android a été disponible simplement en Java quand la plateforme a été sortie. Donc, on a sorti l'Android SDK en 2008. On a dû attendre 1 an pour avoir le support natif, donc le Native Development Kit. Donc, pour toutes les personnes qui voulaient faire des jeux en C++, parce que les jeux, ça se fait en C++ et pas en Java, on a tous utilisé Minecraft et on sait que ça rame à mort. Ici, donc en 2009, on a eu ce support-là. Il y a eu 2 plateformes qui se sont ajoutées, mais qui n'ont pas eu un support officiel. Je pense que certaines personnes connaissent Cordova, PhoneGap, donc pour faire des WebView. J'en ai fait pas mal avec Ionic. React Native, donc en JavaScript, qui utilise un runtime JavaScript pour exécuter votre code et mettre en lien avec le côté natif. En Lua, si vous utilisez Corona Labs, et après en C# si vous utilisez Xamarin. Il y a d'autres plateformes, mais encore une fois, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'Android ou l'équivalent en iOS, vous êtes obligé à chaque fois d'attendre que le support soit mis à jour. Ce n'est pas un support officiel. Ça comprend aussi Flutter. Et finalement, en 2017, on a ajouté le support de... Ouais, là, on va tous se mouiller quand on va sortir, ça va être cool. En 2017, on a annoncé le support de Kotlin. Il y a un énorme gap en termes d'années de changement. On a ajouté des fonctionnalités d'Android, mais en termes de langage, on ne s'est pas trop bougé. Et en 2019, donc mois de mai dernier, on a annoncé Kotlin First. Donc on a pris à peu près 2 ans pour nous, en interne, se mettre à jour, tant à éduquer nos propres équipes, à s'assurer qu'il y a un support parfait, tant au niveau de la documentation, qu'il n'y ait plus des petits crashs avec Gradle, qu'il n'y ait plus aucun souci, voire même que Kotlin est avantagé. Et maintenant, c'est devenu notre langage préféré. Bon, c'est pas tout simplement de dire qu'on aime bien, c'est trop cool. C'est aussi que maintenant, si demain vous faites un nouveau projet sur Android, on vous recommande vivement de le faire en Kotlin seulement. Alors, si vous avez du code Java dans votre application Android, je pense que ça va être dur de convaincre votre PM d'avoir 3 sprints juste pour convertir tout le code. Et il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Par contre, si au sein même d'un projet, pouvez cohabiter tant le Kotlin et le Java, ces 2 langages sont sont compatible entre eux. J'oublie mon latin, je suis désolé. Ça a certains avantages par rapport à d'autres langages qui targetent la JVM, c'est que vous pouvez introduire au fur et à mesure Kotlin dans votre codebase sans que vous ayez à péter tout votre projet. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, un fichier Kotlin, donc, qui va se traduire par un fichier classe, pourra être appelé tant de votre côté Java qu'un fichier Java qui va se traduire en point classe, être appelé côté Kotlin. Donc ça, c'est un énorme avantage à introduire ce langage au sein de vos équipes. Maintenant, de notre côté, on s'est dit, bon, c'est une chose de dire qu'on aime énormément ce langage, qu'on vous le recommande, mais on s'est assuré que tout, en termes de tooling, en termes d'expérience développeur, soit cool de ce côté-là aussi. La première chose, c'est que maintenant, on a le plugin Kotlin qui est directement dans Android Studio. Android Studio, c'est IntelliJ. Pour les personnes qui ne connaissent pas IntelliJ, c'est l'IDE de JetBrains. On l'a forké et on l'a mis spécialement pour Android. Mais à chaque fois qu'on ajoute une fonctionnalité, JetBrains la recopie et eux
à chaque fois qu'ils ajoutent une fonctionnalité, on la recopie. C'est pas méchant, on est super potes. Je sais que certaines équipes ont un meeting hebdomadaire avec eux. Ça fait plus de meetings qu'avec mon équipe. Mais on collabore énormément avec eux. La deuxième chose, quand vous écrivez du Kotlin, il se peut que vous ne l'écrivez pas de manière idiomatique dès le début, parce que tout le monde a sa courbe d'apprentissage. Le logiciel Android Studio va vous proposer de réécrire le code avec la bonne recommandation à votre place. Donc c'est une petite icône à cliquer et ça le fera à votre place. On a des templates de projet, donc quand vous commencez un projet Android, là je vous parle exclusivement d'Android parce que bon, c'est là où j'ai un peu plus d'expérience, mais Kotlin c'est beaucoup plus que ça, je vais revenir un peu plus en détail sur le langage quand même. Donc quand vous voulez créer un projet sur Android, ou une activité, ou un background worker, de base c'était en Java. Là, le support en Java est toujours disponible, mais de base on va vous proposer à l'utiliser en Kotlin. Donc quand vous voulez l'introduire dans votre code base et que vous n'êtes pas sûr comment l'aborder, comment commencer, on va vous donner des exemples de code avec lesquels vous pourrez travailler sur votre projet. Et finalement, c'est peut-être un des points les plus importants de Kotlin que j'ai oublié de mentionner, je suis désolé, c'est que Kotlin, c'est un langage qui est censé être plus sécurisé que Java. Bon après, sécurisé, c'est un grand mot. Ce que je veux dire ici précisément, c'est qu'en Java, il y a une erreur clé qui est responsable pour la plupart du temps de vos crashs en prod, c'est qu'il n'y a aucun moyen, à part si vous-même le vérifiez ou si vous mettez mettez les bonnes annotations, de savoir si une variable est nulle ou pas. Et si elle est nulle et que vous attendez qu'elle ait autre chose, ben vous allez avoir un crash et null exception, c'est quelque chose d'assez commun malheureusement sur les projets. Ici, avec Kotlin, le langage ne permet pas de faire ça. Dans le sens où si vous avez une variable qui possiblement peut être nulle, il va vous demander de gérer ce cas-là. Et si vous ne le gérez pas avec un if, variable différente de nulle, le compilateur ne va pas vous laisser compiler. Donc c'est une sorte de sécurité assez intéressante où là vous vous assurez que de votre côté, votre code vos variables ne peuvent pas être possiblement nulles. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, le code d'Android Framework, donc toutes les API qu'on vous fournit pour afficher des notifications, mettre en musique un fichier, était écrit en Java. Et on n'avait pas les bonnes annotations, donc certes, Kotlin, de votre côté, votre code est clean, mais vu qu'il s'interfaçait avec du code Java qui n'avait pas ces protections-là, c'était pas cool. Maintenant, on s'est assuré que tous les coins où il y a possiblement un code qui peut être nul, on a mis les bonnes annotations, comme ça vous gardez la même expérience, malgré que le code d'Android reste largement en Java actuellement. KPT, pour les personnes qui... ça, pour moi, quand j'ai dû faire la vidéo d'Android Studio, j'ai dû apprendre sur toutes les annotations parce que je ne comprenais pas toutes les implications que pouvaient avoir les annotations avant. Dans votre code, les annotations, donc les arrobases, le nom de votre annotation avec des paramètres au-dessus d'une méthode, impliquent d'avoir un compilateur qui va gérer spécifiquement ces annotations. En Java, il s'appelle APT. Kotlin, bon, ils ne sont pas trop fait chier sur le nom, ça s'appelle KPT. Jusqu'à présent, à chaque fois que vous modifiez une de vos annotations, vous avez votre projet entièrement qui allait être recompilé. Bon, sur un petit projet, ça ne gênait pas tant que ça. Par contre, sur des applications en production assez grosses, c'est 20-30 minutes de build, c'est toujours assez gênant à devoir attendre parce qu'on a juste modifié quelques caractères. Maintenant, KPT permet, si l'annotation elle aussi est compatible avec le support incrémental, de pouvoir recompiler simplement la classe ou le fichier où il y a bien sûr une modification d'annotation et pas tout le projet. Je sais qu'en termes d'annotation, spécifiquement Android, on a View Binding, Data Binding et Dagger. Dagger qui est une librairie d'injection de dépendance. Ces trois librairies qui ont des annotations supportent ça. Après, je sais qu'il y en a d'autres qu'on essaie au fur et à mesure d'avoir un meilleur support de notre côté. On bosse beaucoup sur ça. Dès que j'ai des news, je les tweeterai si ça vous intéresse. J'aime bien ta sonnerie. L'autre partie, c'est que malgré que Java et Kotlin soient extrêmement compatibles les uns les autres, il y a quand même des petites exceptions. Et là, ce qu'on a fait aussi dans Android Studio, si vous écrivez une librairie en Kotlin que vous donnez à des développeurs qui utilisent simplement Java, il se peut que sur des cas avancés, il y a une incompatibilité. Ici, vous pouvez activer des options qui
qui va laisser l'IDE vérifier si possiblement cette incompatibilité va vous proposer de mettre le bon code ou les bonnes annotations pour vous éviter ce souci-là. Encore une fois, c'est à chaque fois pour vous permettre d'avoir une meilleure expérience en tant que développeur. En Kotlin, si vous voulez écrire des méthodes ou des propriétés statiques, vous êtes obligé d'utiliser le companion object. Alors, le mot, je pense, ils ont pris le mot le plus confus, parce que tout est objet. Ils ont choisi de mettre objet, c'est encore plus confus. Alors, objet, en termes de Kotlin, dans le contexte de Kotlin, ça veut dire un singleton. Et un companion object, c'est un singleton dans une classe, donc quelque chose de statique. Alors, ça fournit des fonctionnalités plus avancées que le simple mot-clé statique, mais dans ce cas-là, bon, on a bien compris que c'était simplement la méthode hello qui est statique. Ça a l'air un peu plus verbeux, mais encore une fois, il y a d'autres avantages à utiliser le companion object par rapport à un simple statique. Kotlin, quand vous le compilez, de base, ça va vous sortir du bytecode. Le bytecode qui va être normalement utilisé sur de la JVM Oracle, et qu'on est obligé après de changer un peu parce que la JVM sur Android est un peu différente. Son fonctionnement n'est pas le même. Là, je vais vous montrer du code qui est l'interprétation du bytecode en Java. Donc, à partir du bytecode généré de Kotlin, on va essayer de le remontrer en Java pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je ne pense pas que tout le monde aime bien lire du bytecode. Ça donne ce code super verbeux. C'est pas cool. Et peut-être la dernière chose qu'on voudrait en tant que développeur, c'est de ne pas pouvoir utiliser des fonctionnalités avancées d'un langage juste parce que ça écrit du code plus lourd. Alors ici, ce qu'on a fait chez Google, pour les personnes qui connaissent ProGuard, c'est une sorte de code d'optimisateur de code. Optimisateur. Oui, optimisateur, je suis bon. Hein. Optimisateur de code. Pour les gens qui font du web, l'équivalent c'est JS Minifier. Ici, il va s'assurer que votre code, s'il y a des propriétés ou des méthodes qui ne sont pas utilisées, il va les enlever. Pour les noms de méthodes, les noms de propriétés, il va les obfusquer, générer un nom à la volée, plutôt que d'avoir votre nom qui sera peut-être plus lourd dans votre fichier bytecode. Et dans ce cas-là, R8, ce projet qui est un fork, je ne sais pas si c'est un fork, mais qui a un fonctionnement très similaire, mais différent, c'est un peu compliqué à expliquer, de ProGuard, qui a été créé par Google et spécifiquement pour Android, va comprendre que finalement, vous avez, dans ce cas-là spécifique, vous avez juste besoin d'une méthode statique. Donc, vous avez juste à utiliser les companion objects comme vous le faisiez avant. Et lui, là encore une fois, c'est une interprétation du code bytecode. Hein. Kotlin génère à chaque fois du bytecode, ne génère pas du Java. Il va comprendre qu'il a besoin simplement d'une méthode statique et reformater un peu tout ça pour vous sortir simplement une méthode statique. Comme ça, vous gardez tant le code concis côté bytecode que l'avantage des fonctionnalités avancées de Kotlin. Encore une fois, ce n'est pas à vous de comprendre la complexité ou de gérer les cas spécifiques d'Android. On essaie de vous améliorer la vie au quotidien. On est des gens sympas. C'est une chose de dire que c'est notre langage préféré, c'est une autre de l'utiliser en production. Je pense que ça, c'est peut-être le problème le plus important des développeurs qui présentent des technologies, c'est que c'est cool, mais après, est-ce qu'on va l'utiliser en production, c'est une autre histoire. Chez Google, petite anecdote, bon, tout le monde utilise Git, j'espère que personne n'utilise SVN. Ouais. Ok. Bon, on est tous sur du Git ou du Mercurial ou ok. Je ne sais pas si vous avez souvent ce débat monorepo, multirepo. Chez Google, ils ont dit monorepo, mais sur toute la boîte. Donc, on a une sorte de fork de Git. Ils avaient des idées cheloues à l'époque. Hein. C'est intéressant sur certains points, mais de base, ça veut dire que vous avez un monorepo où vous avez les milliards de lignes de code qui composent tous les produits de Google. Après, il y a un concept de sous-projet, mais qui n'est pas un vrai projet Git. Donc, c'est pour ça qu'on dit monorepo, parce que c'est un vrai monorepo Git qu'on peut prendre entièrement. Bon, après, je pense qu'il n'y a aucune machine de dev qui peut se permettre de prendre tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont mis un système où, de base, vous avez sur votre machine Linux, on a tous des Linux, vous avez à la racine de votre disque dur un dossier Google, et dedans, vous avez tout le code source de l'entreprise. Bon, après, c'est téléchargé au fur et à mesure. À chaque fois que vous allez accéder à un dossier, ça va prendre le code source. Donc, bon, moi, j'ai fait un tour. Il y avait Google Maps, il y avait Google Doc.
J'ai essayé de comprendre, j'avais rien compris. Mais on a tout le code dans la même code base. Et le problème de... Il y a des avantages, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas trop le sujet du talk, mais un des inconvénients d'avoir un monorepo, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre à chacun d'avoir une version spécifique d'un compilateur. Donc on ne peut pas avoir, bon moi j'ai utilisé du Python 2, moi du Python 3, c'est uniformisé partout. Bon, au niveau maintenant c'est cool, mais ça fait qu'à chaque fois qu'on doit faire un changement, on s'assure que tout le monde l'est. Et dans ce cas-là, introduire Kotlin, ça a apporté de majeurs, pardon, des changements majeurs au sein de notre outil de maintenance. Donc on a mis énormément de temps à le mettre en place, mais finalement on a des grosses apps comme Google Drive, Nest, Google Home et certaines parties même de la UI sur Android qui sont écrites en Kotlin. Donc voilà, c'est pas simplement de dire que Kotlin c'est cool, on aime bien Kotlin, on l'utilise nous aussi. Et il y a de plus en plus d'applications qui l'utilisent au fur et à mesure. Pour les personnes qui utilisent Kotlin sur Android, Android c'était à la base sur du Java et on sait tous que le Java c'est verbeux. De base, pour écrire sur des shell preferences, l'équivalent sur du web c'est les local storage. Donc c'est une sorte d'espace où vous pouvez mettre des clés, des valeurs qui est spécifique à chaque application. Et ici, on ajoute une petite propriété, on utilise apply pour avoir une sauvegarde de manière asynchrone. Bon, c'est pas tant que ça à écrire, mais si on a plusieurs propriétés, c'est un peu chiant quand même. Avec KTX, c'est des fonctionnalités avancées de Kotlin qui sont utilisées au sein même du framework Android, qui vous permettent de compresser ce code-là. Ça sera asynchrone, mais ce n'est pas à vous de l'écrire, c'est beaucoup plus concis. Donc c'est le genre de choses qu'on rajoute au quotidien pour s'assurer que ça soit le plus pratique possible pour vous. Android Jetpack, c'est les polyfills sur Android. Parce qu'on a tellement d'anciennes versions, comme sur le web. Finalement, Android, c'est le web, mais d'une manière différente. On a des librairies qui permettent de gérer la rétrocompatibilité sur toutes les versions d'Android et qui étaient jusqu'à présent pas si friendly, donc pas si amical avec Kotlin. On était obligé de le wrapper avec certains bouts de code, donc ça ressemblait un peu à une sorte de cabane avec du scotch. On s'est arrangé maintenant pour que ça soit beaucoup plus pratique et toutes ces librairies-là supportent les coroutines, donc supportent la manière d'écrire du code de manière asynchrone, mais très pratique. C'est encore une fois pas à vous de le faire à la main. Si vous aimez bien les personnes avec les cheveux soyeux et les talks sur les coroutines, Igit c'est le tech lead de Jetpack. Cette personne-là a une connaissance énorme de Jetpack. Je recommande vivement de regarder son talk. Je vous donnerai les slides d'Ozorga si après vous voulez les voir. Son talk est extrêmement intéressant si ça vous intéresse de comprendre un peu plus les coroutines dans Kotlin. Maintenant, vu que on parlait tout à l'heure d'un meetup Flutter, nous on s'est dit on va avoir notre propre petit projet aussi. Jetpack Compose. Jetpack Compose, c'est une nouvelle manière d'écrire de la UI sur Android. Pour ceux qui n'ont jamais fait, la UI sur Android, c'est compliqué. Vous avez votre fichier layout.xml, où vous allez avoir un peu comme votre fichier HTML, vous allez avoir votre layout, les différents morceaux qui composent votre application. Vous allez avoir un fichier style, où vous allez mettre, comme le fichier CSS, des propriétés propres au thème de votre application. Vous allez avoir un fichier color.xml, un fichier attribute.xml si vous avez des composants customisés. Donc vous avez facilement 5-6 fichiers XML, en plus du code Java ou Kotlin, où là vous allez instancier votre layout. Donc c'est juste chiant. Après, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Android, ça a été créé sur un téléphone où il y avait, je crois, 600 MHz et 32 mégas de mémoire vive, ou 64. Donc on revient de très très loin. C'est pour ça que c'est aussi compliqué, c'est tout simplement une plateforme qui a continuellement évolué, mais qui devait quand même supporter tout ce qui était ancien. Donc ici, Jetpack Compose, c'est une librairie qu'on a créée en Kotlin exclusivement. Vous allez pouvoir écrire de la UI de manière déclarative. Donc si vous avez déjà fait du React Native, du React, du Swift UI ou du Flutter, c'est extrêmement similaire. Vous allez avoir des fonctions. Donc, c'est même plus des classes où il faut override, il faut instancier. Non, c'est des simples fonctions qui vont avoir cette annotation compose.
et où dedans, pour chaque fonction, en fait, ça sera un composant, une sorte de petite brique, de petit logo, Lego, dans votre grosse application. Et vous allez composer ces différents logos. Et on va vous donner des fonctionnalités comme texte, image, vidéo, et avec moult paramètres. Et de base, ça sera Material Design. Donc, ça ne sera pas à vous de gérer les animations, de gérer les couleurs. Après, si vous voulez avoir votre propre thème, vous pourrez toujours le dériver et le customiser. Mais de base, ça sera beau et ça ne sera pas à vous de le gérer. Par contre, ça c'est dans la phase de prototypage. Je ne peux que vous recommander de parler à un designer et de vous faire épauler par un designer. Sinon, vous allez créer des applications comme Eclipse ou NetBeans. Elles sont moches. Il y a un talk qui a été donné par Romain Guy, le manager de Android Framework. C'est un Français qui est, je pense qu'il y a pas mal de personnes dans la communauté Android qui le connaissent bien. Son talk est extrêmement complet et extrêmement intéressant. Je peux que vous le recommander d'aller faire un tour. Même si vous ne faites pas de l'Android, juste pour comprendre ce que ça veut dire une UI de manière déclarative. Il y a une conférence Kotlin Everywhere en mois d'octobre à Paris. J'ai donné un talk sur les UI de manière déclarative. Donc pas spécifique à Jetpack Compose, mais en général, si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous avez pris votre billet ou pas, mais je pense que ça sera enregistré, vous pourrez toujours regarder après coup. Après nous aussi, les advocates, on adore Kotlin. On a écrit énormément de code snippets, d'exemples de code. Chaque fonctionnalité disponible actuellement sur Android a un équivalent ou est bientôt prête à avoir un équivalent d'exemple en Kotlin. On s'est assuré aussi d'avoir des articles, des vidéos, des conférences, voire même des cours. La doc, encore une fois, elle est écrite, vu que la doc est basée sur Android Framework, est écrite en Java, parce que c'est tout simplement du Java avec des annotations. Mais on a trouvé qu'en fait, c'est assez fatigant de changer de modèle mental et d'essayer de relire du code Java pour après le comprendre sur du Kotlin. C'est un peu barbant, c'est un peu chiant. Donc ici, c'est pas très lisible, mais vous avez cette fonction onCreate qui prend un paramètre et qui est de type bundle. Et juste à côté, vous avez un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation en Kotlin veut dire que votre paramètre peut être possiblement nul. Donc si vous ne gérez pas le fait qu'il soit nul, Kotlin ne vous laissera pas compiler. Donc là, c'est encore une fois ce genre de protection qui peut qu'améliorer votre expérience de développeur. Et c'est un switch, donc si vous voulez toujours lire du Java, vous avez juste à cliquer en haut, il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que vous avez donné envie sur le côté Kotlin. Si vous voulez voir un peu plus en détail, on a créé un cours complet sur Kotlin, mais pas spécifiquement Android. Donc Kotlin, je crois qu'on l'a même fait sur de la JVM. Si vous voulez juste voir comment bien faire, malheureusement c'est en anglais, mais vu que c'est des Américains qui parlent en plus très rapidement, si ça vous gêne un peu, vous avez juste à ralentir la vitesse de lecture, c'est toujours compréhensible. Après, on a créé un cours complet sur Android, sur toutes les fonctionnalités d'Android, tant sur le petit Hello World que des animations, que de la UI, du réseau et de la base de données, ou des notifications. Et là aussi, il est seulement en Kotlin, et il a été mis à jour très récemment. Donc les deux sont disponibles sur Udacity, sont complètement gratuits. Vous pouvez aller faire un tour pour essayer de comprendre comment faire des applications Android ou tout simplement comment écrire du Kotlin. On a nous-mêmes on écrit des blog posts sur notre Medium et Medium ça reste quand même une communauté assez importante où il y a énormément de développeurs anglophones mais aussi francophones qui écrivent du contenu et je sais qu'avec tous les événements Kotlin Everywhere un peu partout, en France, il peut y avoir du contenu en français qui vous intéressera. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré plutôt sur de l'Android. Maintenant, c'est un truc de dire, bon, regardez, ce langage, il est super cool, il est optimisé, plus rapide, plus sécurisé. Mais dès qu'on veut faire du réseau, dès qu'on veut faire de la base de données, on galère. Et la plupart du temps, on trouve une petite librairie faite par une personne qui n'a pas été mise à jour depuis 1 an et demi, qui est en alpha en 0.0001, snapshot, qui n'est pas très intéressante à utiliser et je pense que ça passera jamais en production. Là, je vais vous montrer des exemples pas des exemples, je vais vous montrer des librairies qui sont utilisées en production, qui sont maintenues et que je trouve assez intéressantes si demain vous voulez créer du code Kotlin tant sur l'Android ou sur du desktop, voire même de l'iOS. Deux autres petits liens, encore ils sont en anglais, mais c'est deux sites que j'apprécie énormément, raywenderlich.com et MindOrgs. Les deux traitent sur Kotlin tant de manière indépendante, donc sans le côté Android,
que du côté fait de l'Android avec du Kotlin. Il y a des exemples de code, il y a des petits tutos que j'apprécie, que j'ai moi-même suivi pour avoir le niveau que j'ai actuellement. Il y a un livre du mec du premier. Ah, de Ray Wenderlich, ok. Ouais, qui sera gagné à la fin. Enfin, le tirage au sort. Bah, en plus, c'est gratuit, vous gagnez des trucs si c'est pas cool. Si vous voulez voir des exemples d'applications plus poussées qu'un simple Hello World, l'application de la Google I.O., c'est principalement du Kotlin. Je pense qu'il y a encore du Java pour tout le passif qu'on avait avant. Vous pouvez avoir un coup d'œil, c'est complètement open source. On a d'autres exemples plus complets. Après, on a des codes un peu plus restreints sur des fonctionnalités propres à Android. Tout ça est open source, vous pouvez aller faire un tour. Si vous vous bloquez, je pense qu'on a tout cherché sur Stack Overflow, ça reste un geste du quotidien. Là, on a quand même des exemples plus complets et plus agrémentés et vérifiés par nos équipes. C'est une chose de dire que Kotlin est kiffé par Google, mais c'est une autre de dire si la communauté prend bien le truc. On a 50% des top 1000 applications du Play Store qui utilisent Kotlin, de manière directe ou indirecte. Pour manière indirecte, c'est tout simplement, elles ont une dépendance qui est écrite en Kotlin, mais elles n'utilisent pas encore du Kotlin, mais c'est qu'une question de temps. Donc vous avez des applications énormes avec des acteurs reconnus qui utilisent Kotlin et c'est un langage qui est extrêmement aimé. Je me rappelle, il y avait les stats de Stack Overflow, Rust, il y avait Rust, Go et Kotlin qui sont les langages les plus aimés. Et Java est l'un des plus détestés. Pour les librairies que je vous avais mentionnées, OkHttp, c'est la librairie de base qui est utilisée dans Android pour faire des appels HTTP, donc l'équivalent de Axios pour du JS. J'ai oublié un peu les autres, mais c'est la librairie la plus utilisée. Et récemment, elle a été recodée complètement en Kotlin. Alors, je pense que ce n'est pas tout simplement parce qu'ils préfèrent le Kotlin en tant que langage, c'est parce qu'il y a quand même des fonctionnalités intéressantes. Ça a été créé par Square, qui est une entreprise qui fait dans la gestion de paiement, qui partage énormément de code entre leur application Android et iOS. Souvent, on entend ça. Moi-même, je faisais du PhoneGap, du React Native, mais là, on a une application qui est utilisée par des millions de personnes et où il y a énormément d'argent en jeu, vu qu'ils font dans les paiements, et ils l'utilisent en Kotlin. À terme, ils ont dit que possiblement, ça pourrait les aider à transporter ça sur de l'iOS et ainsi partager tous les appels réseau, du moins la logique qu'il y a derrière en Kotlin. Et le code ressemble un peu à ça. On a Ktor, qui est un framework web donc, qui fait tant serveur que client. Si vous voulez avoir un petit serveur web sur votre application iOS, sur votre application Android ou tout simplement sur votre serveur, ça peut se mettre par-dessus Netty, Tomcat ou autre. Et c'est en 100% Kotlin, donc encore une fois, vous pouvez le partager entre toutes ces plateformes-là. Et la syntaxe reste quand même quelque chose d'assez plaisant et accessible. Et la dernière, pour moi, c'est ma préférée, c'est SQLite. Je pense pour moi, le plus chiant quand on fait une application, c'est tant de faire de l'asynchrone, donc faire du traitement lourd sans que ça bloque votre thread principal, faire de la UI en général, mais ça, je pense que le côté natif de chaque plateforme est préféré, faire du réseau et finalement sauvegarder des données. C'est juste chiant. Quelle que soit la plateforme, je ne vous apprends pas ça, c'est difficile. Ici, au lieu d'écrire des strings avec du SQL dans votre code, ce qui équivaut à un eval, donc à des trous de sécurité béants, et je suis sûr que vous avez des trous de sécurité si vous ne gérez pas bien ça, parce que pas tout le monde utilise des requêtes SQL préparées, et pas tout le monde s'assure de ne pas avoir d'injection de SQL, parfois on laisse passer, et on pourrait possiblement avoir des soucis. Ici, SQLite vous demande de créer des fichiers .seq, c'est une extension un peu custom. Vous allez avoir votre code SQL, donc là tout le monde peut l'écrire, ça peut être une personne qui gère les bases de données étant un développeur mobile. Et chaque requête SQL va avoir un nom. Select all, insert ou insert full player object, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Derrière, si vous avez bien vu, la première c'est un select all. La deuxième, on a les points d'interrogation qui équivaut la valeur qui doit être mise, c'est une sorte de placeholder, donc la valeur doit être mise quand
quand cette requête-là va être appelée. Et insert full object, c'est à peu près de manière similaire. Je vais vous montrer le code maintenant en Kotlin qui est similaire. Donc, on plug notre base de données à SQLDelite. Et après, select all, donc le nom de notre requête devient une méthode. Automatiquement, tous les types, toute la fonction est générée pour vous. Ce n'est pas à vous de le faire. Donc, on s'assure d'une, que c'est testable, que c'est clean, et que c'est beaucoup plus sécurisé et moins prompt à l'erreur humaine. Et derrière, ça va vous sortir, c'est dégueulasse à entendre, ça va vous sortir, je suis désolé, je suis fatigué, ça va vous sortir ici des OK Players, donc ça va vous sortir des objets et pas un équivalent d'un objet JSON, on a bien des types qui sont respectés. Et il y a un mapping avec votre table SQLite. Donc ça va prendre les bons types, tant côté SQL que côté Kotlin. Pour insert, on lui donne les bons types. Si on lui donne des mauvais types, par exemple dans mon player number, je lui donne, je sais pas moi, un string, ça va cracher au niveau de la compilation. Il ne va pas me laisser compiler. Et derrière, ça va faire le bon insert à votre place. Et finalement, au lieu de devoir mettre chaque paramètre, c'est un peu barbant, on pourrait lui donner directement notre objet OKPlayer avec les bonnes valeurs. Et lui va s'occuper à prendre chaque valeur, les mapper avec chaque nom de colonne et faire la requête à votre place. Donc c'est extrêmement plaisant et c'est pas un ORM dans le sens où ça reste vous quand même qui écrivez les requêtes SQL, donc vous assurez d'écrire les requêtes les plus optimisées possibles, surtout si elles sont complexes. Mais derrière, il y a un côté plaisant où on garde des méthodes générées à votre place. J'ai 2 slides et après j'arrête de parler. Souvent, on parle de Kotlin côté Android, vu que c'est la communauté la plus active actuellement sur Kotlin. Mais il y a aussi Kotlin.js, comme je vous ai montré sur le web, ou côté Node.js. Mais il y a aussi Kotlin native. Et je pense que souvent on oublie oui, que Kotlin peut tourner côté serveur. Mais gérer tout ce qui est DevOps, c'est peut-être pas accessible à chaque développeur s'il n'a pas les compétences. Et le problème, c'est que tout ce qui est Cloud Functions, ce que vous avez pu entendre parler chez Amazon, chez Google, chez Microsoft, IBM ou autres, gère principalement le JavaScript, parfois le Java, le C#, Go, mais Kotlin est rarement là. Ici, Google Cloud Run, après, on n'est pas les seuls. Je crois qu'IBM, ils ont un truc similaire, donc je ne dis pas qu'on est les meilleurs, je vous montre juste une manière de faire. Vous avez juste besoin d'un fichier Docker, où dedans, vous allez instancier votre serveur Kotlin, et vous pourrez le faire tourner. Et automatiquement, derrière Google Cloud Run, va ouvrir un serveur à la première requête HTTP et le fermer à la dernière requête après avec une sorte de timeout, genre 30 secondes après, il va fermer le serveur. Et ainsi, vous payez seulement pendant le temps où votre serveur est ouvert. Donc, comme ça, ce n'est pas à vous de payer toute une machine virtuelle qui tourne constamment. Je vous ai parlé de Kotlin, mais vous pouvez écrire n'importe quel code. Ça reste une image Docker. Si vous voulez faire du Fortran, rien ne vous empêche. Maintenant, Kotlin dans le futur, je pense qu'il y aura continuellement plus de coroutines. Encore une fois, c'est juste l'idée de ne pas gérer les threads, parce que personne n'aime gérer les threads, c'est juste chiant. Et en soi, ouvrir un thread et fermer un thread, c'est quand même assez lourd en termes de ressources allouées. Il y aura de nouvelles fonctionnalités dans le langage, parce qu'encore c'est un langage qui est activement développé. Il est encore dans sa phase de croissance. Il y aura un écosystème qui va continuellement s'agrandir, puisque jusqu'à maintenant, il y a énormément de librairies qui utilisent la JVM, puisque c'est des librairies qui sont écrites en Java, mais je vous ai montré un petit aperçu de librairies qui sont écrites simplement en Kotlin, et cet écosystème ne fait que grandir. Et le support multiplateforme avec Kotlin Native, j'espère qu'il sera stable le plus rapidement possible. Comme ça, demain, on pourrait créer des fichiers binaires et vous éviter de mettre la JVM dans un serveur. Mais surtout aussi, ça veut dire que c'est beaucoup plus petit, donc possiblement, on pourrait créer des fichiers binaires pour un Raspberry Pi. Parce que faire tourner toute une JVM dans un Raspberry Pi, c'est tuer la moitié des ressources juste pour l'ouvrir, quoi. Et finalement, je pense qu'il y aura une expérience développeur qui peut qu'être améliorée. Malgré que je vous ai tout montré ce qu'on a déjà, je pense qu'on peut aller encore plus loin par rapport à l'expérience développeur. Parce qu'un développeur content, c'est toujours bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a